La dernière semaine de février 2026 a transformé la planète en zone de catastrophe ininterrompue. Pendant qu'une moitié du monde était déchirée par des secousses souterraines, l'autre était emportée par l'eau ou ensevelie sous la neige. La côte est américaine a plongé dans l'abîme blanc. Des congères d'1 mètre ont paralysé 8 États en 24 heures. Les villes brésiliennes ont été emportées par des coulées de boue. L'Europe luttait contre une succession de tempêtes qui se suivaient l'une après l'autre sans répit. La France aussi a souffert d'un cyclone anormal. Et pendant ce temps, s'est produit un accident technologique et les rivages touristiques de Thaïlande se sont retrouvés recouverts de mazout. Les sismologues constatent le réveil de l'activité tectonique après un calme et appellent cela le début d'une nouvelle phase. Les météorologues observent des anomalies météorologiques qui ne correspondent pas au modèle des dernières décennies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une tempête de neige ordinaire se transforme en un monstre en une nuit, qui ensevelit les villes et prive d'électricité 1 million de personnes. Nous découvrirons d'où viennent les nouvelles tempêtes en Europe et le mazout sur la côte thaïlandaise. Quelles anomalies ont touché la Russie? Qu'est-il arrivé à la météo si juste après le gel est venue une chaleur anormale qui a commencé à faire fondre les neiges dans les Alpes? Nous verrons également quels pays ont souffert des cataclysmes cette fois-ci. L'île de Bornéo a été secouée par un coup de magnitude 7,1. C'était le premier tremblement de terre supérieur à 7 depuis 76 jours sur la planète. Son épicentre se trouvait en profondeur, à 150 km certainement sous la surface, au point où la plaque tectonique australienne plonge sous la plaque de la sonde. Mais les sismologues ont sonné l'alarme, non pas à cause de la secousse elle-même. Un expert taïwanais l'a déclaré franchement, c'est un signal du début d'une nouvelle phase tectonique. La planète se réactive après un calme relatif. Et en effet, quelques jours plus tard seulement, le 27 février, à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh a frappé un autre tremblement de terre. Un peu plus tard, le Japon a enregistré une secousse d'environ 5 sur l'échelle. La Roumanie a enregistré des mouvements dans la région, tristement célèbre de Vrança. Espagne, Inde, Indonésie, les secousses se succèdent. Pendant que les pays tremblaient, sur un autre continent se déroulait une tragédie d'une toute autre ampleur. Une nuit fin février est devenue un cauchemar pour le sud-est du Brésil. Les villes de Juiz de Fora et Uba ont pris le coup principal des éléments. En 24 heures, en vente claire, 589 mm de précipitations se sont abattus sur la région. Un record pour toute l'histoire des observations. Le fleuve n'a pas supporté une telle pression et est sorti de son lit, transformant les rues en torrents déchaînés. Mais la véritable horreur est venue des pentes. Au moins 20 glissements de terrain se sont abattus sur les quartiers résidentiels entre minuit et l'aube. Des maisons entières ont glissé le long des collines avec les gens endormis. La plupart de ces constructions avaient été érigées de manière informelle, sans structure de soutènement. Les quartiers pauvres s'étaient étendus sur les pentes pendant des décennies. Quand la terre s'est saturée d'eau à la limite, elle a simplement glissé vers le bas. Au matin après la première nuit, le compte se chiffrait en centaines de victimes. Le soir, en milliers. Les sauveteurs avec des chiens ratissaient des montagnes de boue et de débris. Certains s'accrochaient à des poteaux au milieu de l'eau bouillonnante. D'autres agitaient les bras depuis les fenêtres de maisons inondées. Les pompiers sortaient les gens d'une argile liquide qui, hier encore, était leur cours. Et pendant ce temps, la pluie ne s'arrêtait pas. Le service météorologique INMET a émis un avertissement de grand danger pour Rio de Janeiro et São Paulo. Vent violent, risque de coupure d'électricité, chute d'arbres, nouvelles inondations et glissements de terrain, magasins détruits, voitures emportées par les flots. Les propriétaires d'entreprises racontaient que l'eau montait si vite qu'ils avaient à peine eu le temps de sortir en courant. Et maintenant, ce qui s'est passé aux États-Unis. Fin février, la côte est de l'Amérique a rencontré un monstre. Ce qui a commencé comme une tempête hivernale ordinaire au large des Carolines s'est transformé en une nuit en une bombe cyclonique. Un phénomène où la pression atmosphérique chute si rapidement que la tempête explose de l'intérieur. Une telle chute crée des vents de force ouragan. Et ils sont venus. Nantucket a enregistré des rafales de 83 miles par heure, soit 133 km par heure. Le vent renversait les gens, arrachait les toits et transformait la neige en flux horizontaux, de cécité blanche. Providence, capitale du Rhode Island, a reçu en 24 heures 38 pouces de neige. C'est 96 cm. Record absolu de la ville dans toute l'histoire des observations. Les gens sortirent de chez eux et ne pouvaient donc pas trouver leur voiture. Elles étaient complètement ensevelies. Les services municipaux n'arrivaient
tout simplement pas à déblayer. Dès qu'un chasse-neige passait, une demi-heure plus tard, la route était à nouveau recouverte. Dans certains quartiers, plus de 30 pouces d'ala sont tombés. C'est 2,5 pieds de neige, presque à la taille d'un adulte. Les gens se sont couchés sous une chute de neige tranquille, se sont réveillés piégés. Les portes ne s'ouvraient pas, la neige les bloquait de l'extérieur. Les fenêtres des premiers étages ont disparu sous les congères. Les voitures savants se sont transformées en collines blanches de forme indéfinie. 40 millions de personnes se sont retrouvées sous alerte blizzard. 8 États ont déclaré l'état d'urgence. Le maire de New York a instauré une interdiction de circulation pour tous les véhicules. Cela n'arrive qu'une fois tous les quelques années, uniquement lors des tempêtes les plus terribles. Le métro fonctionnait par intermittence. Les trains de banlieue ont annulé la plupart des trajets. Les aéroports se sont transformés en cimetières d'avions. En 3 jours, plus de 10 000 vols ont été annulés dans tout le pays. La Guardia a fermé complètement. À Logan et Boston, presque tous les départs ont été annulés. Le Congrès américain a reporté un vote. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la météo a arrêté le travail des législateurs. Les écoles ont fermé dans toute la région. Boston a déclaré un jour de congé même le lendemain. Les routes et les trottoirs étaient impraticables. DoorDash, service de livraison de nourriture, a cessé de fonctionner à New York. Les livreurs ne pouvaient physiquement pas se déplacer. Et puis, les coupures de courant ont commencé. Le premier jour, 400 000 personnes étaient déjà sans électricité. Le lendemain déjà 650 000. Le Massachusetts a le plus souffert. Là, 289 000 foyers et entreprises ont été privés de courant. Les zones côtières ont été confrontées à un autre problème, les inondations. La surcote de tempête a élevé le niveau de l'océan de 2 à 3 pieds au-dessus de la normale. Des vagues de 10 à 15 pieds, soit 3 à 5 mètres, frappèrent les rivages. Les plages étaient érodées, les fronts de mer inondés d'eau salée, les quais détruits. Les dommages économiques ont été évalués à 38 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de certains pays. Transports paralysés, entreprises fermées, contrats rompus, infrastructures détruites. Le compte augmentait à chaque heure. Et c'était déjà la deuxième grande catastrophe hivernale en un mois. Du 23 au 27 janvier, les États-Unis ont été frappés par une autre tempête hivernale, Fern, que les médias ont surnommée Snowmageddon. Elle est passée du Texas jusqu'au Maine, du nord du Mexique au Canada. C'est pourquoi l'Amérique entre dans le printemps battue et épuisée par l'hiver. Mais les prévisionnistes avertissent mais déjà, devant nous, la saison des tornades et après un tel hiver, le printemps promet d'être tout aussi féroce. Pendant que les États-Unis se déterrenaient de congères d'1 mètre, l'Europe se noyait, littéralement. Et cette fois, ce n'est pas l'Espagne et le Portugal. La France, fin février, a établi un record dont personne ne rêvait. 35 jours de pluie d'affilée. Pendant plus d'1 mois, le ciel n'a pas cessé de déverser de l'eau sur les villes. Météo France, le service météorologique national, a constaté « c'est la plus longue série de jours de pluie depuis 1959, quand les mesures systématiques ont commencé. Le record précédent, de 2023, a été battu. 4 départements à l'ouest du pays ont reçu le niveau maximum de menace rouge. Les rivières sont sorties de leur lit, les routes dans Sanan se sont transformées en canaux, les maisons se tenèrent dans l'eau jusqu'aux genoux, et les prévisionnistes avertissaient « ce ne sera pas mieux ». La tempête Pedro approche, et malgré son nom mignon, a apporté avec elle de nouvelles tonnes d'eau. La directrice du service d'alerte aux inondations a dit franchement « les nouvelles pluies alimenteront les inondations en cours », puis a ajouté une phrase qui glaçait le cœur des habitants des zones inondées. La fin de la pluie ne signifie pas la fin de l'inondation. L'eau qui a déjà rempli les rivières à ras-bord ne disparaîtra pas en un jour. La terre est saturée d'humidité à la limite. Chaque nouvelle goutte s'écoule directement dans les rivières, et alors la rivière se transforme en torrent déchaîné, et les chances de retrouver une personne vivante chutent à chaque heure. Début février, le Portugal et l'Espagne ont été frappés par une série de tempêtes. L'une plus terrible que l'autre. Le Portugal a déclaré la plus grande opération de sauvetage de son histoire en temps de paix. Et puis fin février, la météo a décidé d'achever l'Europe d'une autre manière. Directement au-dessus du centre du continent s'est formé un dôme de chaleur, une puissante zone de haute pression qui a emprisonné l'air chaud, comme un couvercle sur une casserole. Les températures d'aller ont grimpé de 12 à 15 degrés au-dessus de la normale. Après un mois de froid et de neige, la chaleur est soudainement arrivée. Cela semble être une bonne nouvelle, mais en réalité, non. Dans les Alpes Intusland se trouvent en fait d'énormes réserves de neige accumulées pendant l'hiver.
Et maintenant, toute cette neige a commencé à fondre rapidement. Les rivières de montagne ont déjà gonflé d'eau de fonte. Les prévisionnistes avertissent d'une nouvelle menace d'inondation. Cette fois, non pas à cause de la pluie, mais à cause de montagnes qui fondent. Les services météorologiques ont appelé cela un avant-goût du printemps. Mais pour ceux qui viennent de vivre 4 tempêtes d'affilée, la perspective de nouvelles inondations dues à la fonte des neiges sera la continuation du cauchemar. L'Europe reprend difficilement son souffle, comptant les pertes. Les musées ont souffert d'inondations. Les réseaux de transport sont paralysés. Les monuments historiques sont menacés. Février 2026 entrera dans les manuels comme le mois où la nature a montré à l'Europe ce que signifie perdre le contrôle. Mais probablement la catastrophe aquatique la plus inhabituelle s'est déroulée en Australie. Le 25 février, sur 5 États simultanément a frappé un système de basse pression se déplaçant lentement. Australie méridionale, Nouvelle-Galles du Sud, territoire du Nord. Les pluies se sont abattues sur un territoire de la taille de la moitié de l'Europe. Dans certaines régions d'Australie méridionale, plus de 200 mm sont tombés en 24 heures, presque un quart de la norme annuelle en un seul jour. Les météorologues ont qualifié cela d'anormal. Le système aspirait l'humidité tropicale du nord du continent et la tirait vers l'intérieur des terres. Habituellement, fin février, de telles pénétrations profondes d'humidité ne se produisent plus. La saison se termine. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Un corridor stable d'humidité tropicale s'est étendu du Golfe, de Carpentarie, à travers l'Australie centrale jusqu'aux régions du Sud. Un minimum atmosphérique supérieur s'est connecté avec un front de surface et a commencé ce que les prévisionnistes appellent l'alimentation convective. Les pluies s'auto-alimentaient, tirant de plus en plus d'humidité de l'air. Au final, les routes se sont transformées en rivières. Des villes entières se sont retrouvées îles au milieu de l'eau. Dans la zone maritime, un avertissement de vent de tempête a été émis. Les bateaux de pêche revenaient précipitamment au port, mais les pluies ne comptaient pas s'arrêter. Les prévisionnistes prévoyaient la continuation. Et pendant que l'hémisphère sud se noyait, l'hémisphère nord gelait. La Russie en février a été frappée par 3 cyclones puissants, l'un après l'autre. Le premier, Wally, a battu le record de neige de Moscou de 1970. La capitale s'est noyée dans les congères. Puis Sotchi a été frappé par la tempête Marteau Noir. Des vagues de plus de 4 mètres ont littéralement dévoré les plages. Le front de mer a été inondé d'eau de mer. Et le 27 février, un cyclone atlantique avec un centre près de l'Islande a commencé son mouvement à travers la Scandinavie vers la Russie. Les régions de Leningrad et de Novgorod ont été les premières non touchées. La neige forte se transformait en neige mouillée, puis en pluie. Sur les routes s'est formé du verglas, le pire qui puisse arriver. La côte arctique a rencontré un vent jusqu'à 22 mètres par seconde. Dans le sud de la Russie se déroulait son propre drame. Les villes étaient ensevelies sous la neige mouillée mêlée de pluie. Des dépôts de givre et de verglas sur les fils. C'est quand la glace s'accumule en couches et rompt les lignes électriques sous son propre poids. Le kraï de Krasnodar sur la côte de la mer Noire a rencontré un vent jusqu'à 30 mètres d'eau par seconde sur le tronçon Anapa-Jelenjik. C'est déjà presque une force d'ouragan. Et dans les montagnes du Caucase, le service météorologique a déclaré un danger d'avalanche. La neige fraîche se dépose sur l'ancienne croûte, créant des conditions idéales pour le déclenchement. La Crimée a rencontré un fort givrage dans les montagnes et les contreforts. Un vent de 25 à 27 mètres par seconde renversait les gens. Les arbres tombaient sur les voitures et les maisons. Et voilà, l'Oural et la Sibérie continuaient à geler. Température de 4 à 9 degrés en dessous de la normale. C'est déjà sérieux. Les chaufferies à Cerne ont fonctionné à pleine capacité. Les écoles dans certaines zones fermaient. On ne pouvait pas laisser sortir les enfants. Les tremblements de terre continuent d'agiter la planète. Le 24 février, Taïwan a été secoué par une magnitude de 5,6. Réplique du coup de décembre de 7 sur l'échelle. L'île ne s'était pas encore remise de ce choc. Et voilà une nouvelle secousse. L'Italie en Calabre a été secouée à 3,7. Pour une région sismiquement active, ce n'était qu'un énième signal. Mais l'attention particulière des sismologues a été attirée par une série de coups souterrains dans le New Jersey, États-Unis. Depuis avril 2024, plus de 230 tremblements de terre y ont été enregistrés. Pour la côte est de l'Amérique, considérée comme relativement stable, c'est une anomalie. De petites secousses ont continué tout l'hiver 2025-2026.
Les géologues étudient d'anciennes failles sous l'état. Il semble qu'elle se soit réveillée après des siècles de sommeil. Et la Thaïlande, pendant ce temps, a été confrontée à un problème d'un autre genre. Le 27 février, sur la plage de l'île de Phuket, ont commencé à s'échouer des boulettes de pétrole. Source, le conteneur Lloyd Ark, coulé le 9 février, avec 130 tonnes de mazout à bord. Pendant près de 3 semaines, le pétrole s'est répandu sous l'eau, formant de petites formations noires. Elles ont atteint Banana Beach sur l'île de Coral et le célèbre Patong. Pour les touristes qui ne sont pas au courant, cela ressemble à des cailloux ordinaires. Mais il suffit de marcher dessus et la masse noire collante s'incruste dans la peau. Impossible de la laver avec de l'eau ordinaire. Ce problème a déjà touché même le touristique Phuket. C'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes.